intitulé Dominés. Ils réfléchissent à l'État souverain, à nos États modernes et à la question de la souveraineté. On en reparle à partir de 12h55. Vous allez voir, c'est d'actualité. Et pour commencer, l'actualité, la vraie, les titres de 12h30, le vôtre, Thomas Cluzel, bonjour. Bonjour Olivia. Et pour commencer, une nouvelle polémique sur la gestion désastreuse de la crise sanitaire aux États-Unis, mise en cause pour avoir minimisé la menace du Covid-19 dont il était pleinement conscient. Le président américain Donald Trump a assuré ce matin avoir voulu, je cite, éviter toute panique. C'est un rapport qui, tous les 2 ans, vient nous rappeler l'ampleur dramatique de la perte de biodiversité, celui du Fonds mondial pour la nature WWF. On y apprend notamment ce matin que les populations de vertébrés ont chuté de près de 70% en moins de 50 ans. Nous irons également en Grèce, où l'aide tente tant bien que mal de s'organiser après les incendies du camp de réfugiés sur l'île de Lesbos. Le président Emmanuel Macron est lui en Corse aujourd'hui pour un sommet des chefs d'État de gouvernement des pays méditerranéens de l'UE, l'occasion aussi pour lui de s'entretenir avec les élus de l'île de Beauté. Enfin, quand une poignée d'entreprises mondiales et de riches actionnaires réalisent des bénéfices exceptionnels pendant la crise du Covid, c'est ce que dénonce aujourd'hui l'ONG Oxfam dans un rapport sur le partage des richesses au sein des grandes entreprises mondiales pendant la crise. Invité du journal dans moins d'une demi-heure, Quentin Parinello, porte-parole d'Oxfam France. Merci beaucoup Thomas Cluzel. Rendez-vous à 12h30 pour le journal au complet. Bonjour à tous. À partir de 12h55 dans la grande table des idées, le retour de l'État souverain. On en parle avec nos invités, le philosophe Pierre Dardot et le sociologue Christian Laval. Ensemble, ils publient À la découverte, Dominés, un livre, essai, enquête, historique aussi, où ils questionnent l'idée de souveraineté et la puissance de l'État moderne. Mais d'abord, les Cévennes de Stevenson sur grand écran. La réalisatrice et scénariste Caroline Vignal revisite la longue marche de l'écrivain écossais, son voyage avec un âne, à travers l'histoire d'Antoinette, instite amoureuse du père d'une de ses élèves, qui part en randonnée dans l'espoir de l'y croiser. C'est un récit initiatique, une comédie romantique, Antoinette dans les Cévennes, en salle mercredi prochain, avec Laure Calamy. Et la réalisatrice Caroline Vignal est tout de suite notre invitée. La grande table. Olivia Gesbert. Antoinette dans les Cévennes, en salle mercredi prochain avec Laure Calamy et Lann Patrick. Est-ce son vrai nom? On le saura tout à l'heure. Ils sont tous les deux les rôles-titres de ce film dont on va écouter la bande-annonce. Ah, la retardataire. Bonsoir. Bonsoir. C'est votre première randonnée? Oui, Et vous êtes toute seule? j'avais rendez-vous avec quelqu'un, mais il n'est pas là. Il est avec sa femme. Ah bah formidable. Arrête. Alors toi, tais-toi s'il te plaît. Vous avez raison, honte à moi. Ça alors hein. On n'a qu'à marcher ensemble. Je te demande une chose. Ne viens pas avec nous demain. Le film est inspiré du livre récit de Robert Louis Stevenson dans les Cévennes en 1878. Il marche, le livre paraît un an après. Il marche avec Modestine, une ânesse têtue mais affectueuse. Sauf que le marcheur est désormais une marcheuse et l'ânesse un âne qui répond au doux nom de Patrick. Comme le raconte le propriétaire du refuge, il y a d'autres similitudes entre le livre et le film et notamment l'amour, question centrale de ce film. Bonjour à vous Caroline Vignal. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'une randonnée mélancolique, celle de Stevenson, vous avez, eu envie de faire quoi? Une comédie romantique? Il y a beaucoup d'humour dans le livre de Stevenson quand même. Hein. Il y a plein de passages qui sont très drôles. Et ce qui m'a beaucoup inspiré dans son livre, c'est surtout ce qu'il raconte sur sa relation avec son ânesse Modestine. Qui est raconté exactement sur le schéma des comédies romantiques ou des buddy movies, c'est-à-dire qu'au départ, ils ne s'entendent pas bien du tout, même ils ne se supportent pas, et petit à petit, ils s'acclimatent, mais vraiment comme dans les comédies romantiques, ils n'en sont pas conscients, et c'est au moment de se séparer qu'il prend conscience de l'amour qu'il a pour cette ânesse. Et je trouvais ça très drôle, en fait, d'utiliser ce schéma qui est assez formaté de la comédie romantique pour raconter
raconter l'histoire d'un être humain et d'un animal, en l'occurrence d'une femme et d'un âne. Stevenson, quand il part marcher dans les Cévennes, il part plutôt pour oublier, pour se retrouver lui-même, tandis que Antoinette, elle, part pour tenter de retrouver l'homme qu'elle aime, qui est père de famille, père d'une de ses élèves, puisqu'elle est instite à Paris, et elle a appris qu'ils allaient être séparés, que lui partait en famille avec sa femme et sa fille faire cette randonnée. Donc elle a l'espoir, ne voulant pas être séparée plus d'une semaine de lui, de l'y croiser. Stevenson, qui cherchait-il à fuir ou à oublier un peu? Il est parti après avoir été, croyait-il, abandonné par Fanny Osborne, qui était la femme dont il était amoureux, qui en fait était allée retourner aux États-Unis pour divorcer, parce qu'elle était elle-même mariée, et elle devait obtenir le divorce pour ensuite vivre la vie qu'elle avait envie d'avoir avec Stevenson, ce qui leur est finalement arrivé. Mais à ce moment-là, il pensait qu'elle avait disparu, et il était très malheureux. Il a décidé d'aller marcher pour se libérer l'esprit, je pense. Mais il n'en parle pas du tout dans son livre, hein. C'est ses biographes qui ont raconté ça. Dans cette histoire, où réside pour vous le potentiel comique, plutôt dans la situation où vous campez bien d'ailleurs au cours de ce premier repas, où tout le monde sait pourquoi Antoinette est là, ce qu'elle cherche et qui elle est finalement dans l'histoire, ou dans cette nature aussi extravertie et très joyeuse d'Antoinette? Il y a plein de situations qui sont comiques. En fait, c'est difficile à dire parce que vraiment, il y a plein de situations de comédie dans le film. Moi, un des trucs qui me fait le plus rire dans la vie, c'est le ridicule, la gêne, le pathétique. Donc, on a beaucoup exploré ça avec Laure Calamy, qui en est très friande aussi. Et aussi avec Benjamin Laverne, qui avait des scènes de panique ultime à jouer. Et voilà, on s'est beaucoup amusé avec ça. Après, il y a des choses qui sont d'un registre un peu plus enfantin, lié à l'âne. Par exemple, quand on montre le film, il y a un moment où l'âne braie. Alors, je ne raconte pas dans quelles circonstances. Il braie 2 fois, dans des circonstances à chaque fois précises. Et les gens rient beaucoup. Et en fait, à chaque fois, je me dis, c'est vraiment la meilleure réplique du film, finalement. C'est ce braiement. C'est le truc qui fait le plus rire. Ça et ce drôle d'équipage entre les deux. Juste Laure Calamy, vous l'avez découverte où? On la connaît dans 10%, cette série télévisée pensée notamment par Dominique Besnéa, où elle est l'assistante déjà assez drôle et touchante, sensible, un peu éternelle fille célibataire dans cette série. C'est là que vous l'avez-vous découvert? Je l'avais Elle est déjà devenue votre Antoinette? je l'avais déjà vu dans pas mal de trucs, dont Un monde sans femme, qui était un film de Guillaume Braque que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Mais oui, c'est quand même dans 10% que je l'ai le plus remarqué, parce qu'elle a plus de place pour explorer toute l'étendue de son registre, et elle est vraiment extrêmement drôle et très inventive. Voilà, et du coup, elle s'est imposée à moi pour jouer Antoinette. C'est-à-dire que vous avez écrit, pensé le rôle d'Antoinette avec elle, ou quand même elle est arrivée après. plus tard? Non, j'arrive pas trop à penser à des acteurs pendant que j'écris, donc j'y ai pensé après. Parce que vous êtes scénariste, on l'évoquait, Caroline Vignal, et on va revenir sur ce double processus pour vous, la réalisation et l'écriture. Mais d'abord, cette Anne qui répond au doux nom de Patrick, on imagine peut-être l'hommage à Patrick Bruel, en tout cas il y a des échos à cela, quand elle crie « Patrick », votre héroïne Antoinette. Patrick, c'est une sacrée tête de mule. Ah bon, ce bordel? T'as décidé de me faire chier. Bon, tu restes là si tu veux, moi je m'en vais. D'accord? Allez. Je m'en vais, Patrick. Au revoir, Patrick. « 11h25. Alors là, Patrick, je sais pas si tu te rends compte, mais on va jamais y arriver. On n'a même pas fait 2 kilomètres, là. Hein? Alors on va mettre 20 ans à la faire, cette étape. Tu t'en rends compte de ça ou pas? Tu en as conscience? Ok, t'as gagné. Pause pique-nique. Là, c'est la rencontre entre Antoinette et son âne. Ils sont l'un et l'autre sur un chemin, presque seuls sur un chemin. On a envie de dire, c'est 2 solitudes qui se rencontrent. Ouais. Et l'âne, Patrick, refuse d'avancer, on l'aura compris. C'est une relation que vous avez pensée en miroir, vraiment, entre les deux? En tout cas, cette scène-là, j'ai pensé un peu à ce qu'on vit quand on est mère et qu'on a un enfant de 2-3 ans, je dirais.
qui ne veut pas faire ce qu'on a envie qu'il fasse et qu'on essaye toutes sortes de subterfuges comme je m'en vais, etc. et que rien ne marche. Et en fait, cet âne, il me sert à explorer le lien, que ce soit le lien amoureux, le lien... Enfin voilà, c'est une façon de travailler tout ça. Et le fait évidemment qu'il ne parle pas permet de projeter sur lui toutes sortes de sentiments. Et voilà, ça m'a beaucoup amusé d'écrire une sorte de monologue avec quand même qui est quand même un dialogue avec un interlocuteur muet. On va croiser un autre âne pendant le film qui s'appellera lui Lapin, un âne avec ses grandes oreilles. Pourquoi Patrick ? Pourquoi Patrick ? Parce que figurez-vous que j'ai moi-même marché avec un âne qui s'appelait Patrick. Il ne doit pas avoir beaucoup d'imagination, mais ça m'avait beaucoup fait rire. Et c'est vrai qu'après, quand j'écrivais le scénario, à chaque fois que j'écrivais Patrick avec plein de i pour faire comprendre qu'elle criait, je pensais évidemment à Bruel. Mais je trouvais ça très drôle d'avoir un prénom humain pour désigner un âne. C'est tout simple, quoi. Au début, ils ne se comprennent pas vraiment, les deux, mais petit à petit, ils vont apprendre à se connaître, voire se protéger l'un et l'autre. Est-ce que vous pouvez nous lire un extrait du Voyage avec un âne dans les Cévennes de Stevenson, où il parle de son ânesse, de son âne à lui, Modestine. Et peut-être aussi, on comprendra à travers cet adieu, cette notion de partage que vous évoquiez. J'ai essayé. Ce ne fut qu'après être bien installé auprès du conducteur et roulant à travers un vallon rocailleux aux oliviers rabougris que j'eus conscience qu'il me manquait quelque chose. J'avais perdu Modestine. Jusqu'à cet instant, j'avais cru la détester, mais à présent qu'elle était partie, quel changement pour moi. Pendant 12 jours, nous avions été d'inséparables compagnons. Nous avions parcouru sur les hauteurs plus de 120 kilomètres, traversé plusieurs chaînes de montagnes considérables, fait ensemble notre petit bonhomme de chemin avec nos 6 jambes par plus d'une route rocailleuse et plus d'une piste marécageuse. Après le premier jour, quoique je fusse souvent choquée et hautain dans mes façons, j'avais cessé de m'énerver. Pour elle, la pauvre âme, elle en était venue à me considérer comme une providence. Elle aimait manger dans ma main. Elle était patiente, élégante de forme et de couleur, et couleur d'une souris idéale, inimitablement menue. Ses défauts étaient ceux de sa race et de son sexe, ses qualités lui étaient propres. Adieu, et si jamais. Le père Adam pleura quand il me la vendit. Quand je l'eus vendue à mon tour, je fus tentée de faire de même. Et comme je me trouvais seule avec le conducteur du coche et 4 ou 5 braves jeunes gens, je n'hésitais pas à céder à mon émotion. Adieu, j'adore ce texte, Modestine, mais à la fois, je dois dire que j'ai appris, je crois sur France Culture, que Stevenson avait un peu inventé ce truc-là pour émouvoir le lectorat britannique. Sa relation avec Modestine ? Il avait été un peu moins ému que ça dans la vraie vie, et il a rajouté un peu de violon pour plaire aux Anglais. Ça marche. Ça marche très bien. Vous en avez fait autant, vous avez aussi rajouté un peu de violon mais pour avec nous moins plaire. de cynisme. Il est beau ce passage parce qu'on voit quand même défiler dans les mots de Stevenson tous ces paysages que vous avez magnifiquement filmés de votre côté et qu'on ne peut pas vous montrer à la radio, mais que là on voit un peu. Ça a été un plaisir de tournage aussi, cette marche dans les Cévennes pour vous. Un plaisir, c'est tendu, un tournage. Et puis, en fait, il y a un truc que j'ai trouvé particulier parce que j'étais beaucoup allée marcher déjà dans cette région. Et quand on tourne, on est obligé de circonscrire, de choisir les endroits qu'on va filmer. Et par moments, j'étais presque frustrée de ne pas avoir la contemplation qu'on vit quand on est là de manière complètement gratuite, sans avoir sans être là pour travailler, quoi. Mais c'était quand même fantastique d'être tout le temps dehors. C'était un tournage très physique, parce qu'on marchait beaucoup, pour de vrai. Et voilà, mais oui, c'était, je pense, un beau moment pour nous tous. Ouais, cette région a quand même aussi des lumières qui sont assez dingues à capter et à retrouver sur l'écran. Les duos de cinéma, homme-animal, on pense avec Antoinette dans les Cévennes à Doux, dur et dingue de James Fargo et à sa suite, ça va cogner de Buddy Van Horn avec le duo Clint Eastwood et son orang-outan. On peut aussi penser à Fernandel au moment du tournage de La Vache et le prisonnier d'Henri Verneuil, c'était en juin 1959. La Vache, comme nous avons une vache naturellement qui doit tourner tout le film avec moi, puisque c'est ma partenaire la plus proche, n'est-ce pas ? Il y a 2 rôles dans le film, c'est la vache et le prisonnier, d'où le titre.
Pour l'instant, je passerai le premier, car c'est moi qui parle. La vache, elle, ne fait que beugler. Nous avons donc acheté 2 vaches en Bavière, 2 vaches identiques, en cas qu'une soit fatiguée par les prises de vue, car les prises de vue fatiguent les êtres humains, mais fatiguent aussi les animaux. Et je dois dire que la vache qui tourne, qui pour l'instant, il y a qu'elle qui a tourné, s'appelle Dora. Mais dans le film, on l'a appelée Marguerite. Il fallait tout de même lui faire comprendre que Marguerite, c'était elle. Je dois dire que nous en sommes maintenant au 9e jour de tournage. La vache commence à me connaître visuellement avec mon costume de prisonnier, kaki, et reconnaît ma voix. Lorsque j'appelle Marguerite, les oreilles remuent. Je crois que dans quelques jours d'ici, nous pourrons tranquillement déjeuner sur l'herbe tous les deux en pique-nique, à travers le périple de la vache et du prisonnier. Pas facile pour un comédien ou une comédienne, on l'imagine, de partager l'affiche avec un âne. Est-ce que vous pensez que Laure Calamy pourrait en dire autant aujourd'hui, comme Fernandel, de ce partage qu'il y a pu y avoir au fil du tournage? En tout cas, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'il raconte qu'il y avait 2 vaches pour jouer Marguerite dans La vache et le prisonnier. Et nous aussi, nous avions 2 ânes, pour la même raison, parce qu'on ne voulait pas épuiser complètement notre acteur. Et en fait, nos 2 ânes étaient très complémentaires, ils étaient très différents. Un des 2 était beaucoup plus calme et du coup très émouvant. Et l'autre était un âne d'action, un acteur d'action qui faisait toutes les cascades et qui était très technique. Et Laure préférait de loin celui qui était placide. L'autre lui faisait un peu peur. Mais oui, elle a construit une vraie relation avec Jazou. Elle en parle très bien. Elle a été très émue quand le tournage s'est terminé et que Jazou, lui, avait vraiment... Enfin, il donnait l'impression de comprendre ce qui lui arrivait et il s'est épanoui pendant le tournage. Alors Jazou, Patrick, l'âne, c'est vraiment l'écoutant. Qu'est-ce que ça permet en termes de cinéma, ce duo homme-animal? Est-ce que ça permet là aussi de libérer la parole, d'être à l'écoute de ce que vit cette femme? Il y avait 2 choses. Oui, ça permet de lui faire dire des tas de choses que sinon elle aurait gardées dans sa tête. Donc c'est le principe du monologue. En fait, comme personne ne l'écoute à part cette âne, elle se livre complètement sans autocensure. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. La deuxième chose... Ça lui permet à elle de se confier. Mais il y a aussi... Voilà. Si on ne retrouve pas, on retrouvera plus tard. C'est pas grave. La possibilité peut-être de partager. Voilà. Mais c'est aussi un truc de cinéma, une possibilité de... En tout cas, il y avait ce qu'on appelle l'effet Kouletchov qui m'amusait beaucoup parce que l'effet Kouletchov, c'est cette chose de montrer un personnage qui a une expression neutre et de lui, de juxtaposer à ce plan un plan, par exemple, dans la théorie de Kouletchov, il y a un plan de bébé mort, un plan d'assiette avec un plat fumant, et je me souviens plus que c'est la 3e chose. Et en fait, on voit qu'en juxtaposant ces plans, on prête au personnage qui n'a pas d'expression différents sentiments, la faim, le chagrin, etc. Et en fait, évidemment, l'âne, maintenant, je vois qu'il y a des gens qui me disent qu'il joue très bien. Bon, en vrai, il ne jouait pas beaucoup et il n'était pas si expressif que ça, mais grâce au montage et on peut vraiment projeter sur lui toutes sortes de sentiments. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de jouer avec la croyance. Le personnage d'Antoinette croit vraiment que cet âne l'écoute, et je voulais que les spectateurs y croient aussi, qu'ils ne soient pas du tout en surplomb de ce qui arrive à cette fille, et que lui aussi croit que cet âne est bienveillant, qu'il écoute, qu'il comprend tout. Voilà, et j'ai l'impression que ça marche à peu près. Et rien n'a été rajouté en post-prod. Il n'y a pas d'effets qui sont rajoutés, d'émotions artificielles. Non, aucun. Non. Le film est aussi un éloge de la marche, à la manière de l'anthropologue David Le Breton ou à la manière de Frédéric Gros. On va écouter ce qu'il en dit, Frédéric Gros, lui qui convoque facilement les confessions de Rousseau pour évoquer ce plaisir de la marche, cette invitation à se réinventer, ou encore cette forme d'humilité qu'on peut retrouver dans cet exercice. Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche, quoi. La marche permet une fierté sans arrogance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à force de mettre un pied devant l'autre, on finit quand même par faire des kilomètres. Et je vous assure que le fait de se retourner et de voir au loin un col, mais qui semble inatteignable, et d'avoir parcouru tous ces kilomètres avec cette fierté d'avoir à ce point
fait preuve d'humilité en marchant. Je crois que c'est ça qui est l'expérience du marcheur, avec cette déprise du vernis social, c'est-à-dire au fil des chemins, effectivement, on se purifie des masques sociaux, on se purifie des rôles qu'on doit jouer ici et là, et jusqu'à devenir seulement un corps qui avance. Un truc que j'aimerais bien quand même qu'on m'explique, c'est comment on peut se perdre avec un chemin. Avec ce tournage itinérant, Antoinette dans les Cévennes, vous avez constitué votre équipe comme un groupe de randonneurs presque. On venait d'entendre des extraits aussi des randonneurs de Philippe Harel avec Benoît Poulvord et Karine Viard. Là encore, on peut aussi faire le parallèle. Dans une équipe, sur un tournage, le réalisateur est un peu celui qui ouvre la marche. Ce récit initiatique, Antoinette, elle part avec un itinéraire à suivre, le GR70, des haltes organisées, et on voit vraiment votre héroïne changer en cours de route au fil du chemin. Au scénario, comment vous avez formalisé cette évolution de votre héroïne? Comment vous l'avez pensée presque étape par étape? Au scénario, j'aurais du mal à le dire, mais c'est plus, par exemple, il y a vraiment un truc de dépouillement. Je trouvais que c'était très beau ce que disait, je ne sais pas d'ailleurs qui, mais c'était très beau. Frédéric Gros, qui est philosophe. Frédéric Gros, voilà. J'étais complètement, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup ressenti moi en marchant. Et il y a ce dépouillement, elle se libère de plein de choses et en même temps, elle se redresse. C'est ce qu'il dit sur l'humilité et la fierté, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être humble quand on marche parce qu'il faut accepter le temps, il faut accepter les intempéries, les ampoules, enfin toutes sortes de choses tellement prosaïques, et en même temps, on est de plus en plus fiers et de plus en plus libres au fur et à mesure qu'on marche. Et je voulais qu'on ressente ça. Et ça passait beaucoup par les costumes, parce qu'au début, elle arrive, elle est c'est une sorte de petite bimbo, tout le temps en mini-short avec des chaussures compensées. Et puis, petit à petit, elle se dépouille et elle devient elle-même, en fait. Il y a le regard que la société porte sur les femmes et il y a le regard aussi que les femmes portent sur elles-mêmes, Caroline Vignal. Ce thème de la métamorphose traverse le film, on vient de l'évoquer avec cette évolution de votre personnage, mais il traversait aussi vos précédents films, que ce soit des courts-métrages comme Solène change de tête, à votre premier long, Les autres filles. Antoinette, justement, c'est votre deuxième long-métrage que vous avez réalisé 20 ans après Les autres filles. Qu'est-ce que vous avez fait dans l'intervalle? Entre autres, j'ai écrit quelques fictions pour France Culture. Non, j'ai fait plein de choses. J'ai écrit des scénarios, voilà, mais ma première expérience a été un peu douloureuse et j'ai mis la réalisation de côté parce que je trouvais ça très dur, en fait. Pas tant la fabrication d'un film que sa sortie. Mais en même temps, c'était quand même quelque chose qui continuait à me travailler. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, on y retourne, quoi. Vous avez le sentiment que pas mal de choses ont changé en 20 ans? En fait, pas tant que ça. J'avais peur d'être hibernatus sur le tournage, d'être complètement déphasée. Mais non, ça n'a pas tant changé que ça. Le seul moment qui m'a paru vraiment différent, c'est la post-production son, où tout est tellement maintenant numérisé que oui, c'est vraiment différent de ce que j'ai vécu il y a 20 ans. Mais sur le tournage, même si, moi j'avais tourné en argentique, en Super 16, mon premier film, et là c'était du numérique, même si on s'est posé la question avec mon chef opérateur. Non, j'ai pas ressenti une énorme différence, en fait, vraiment. C'est peut-être plus dans le symbolique que les choses sont en train de changer. Il y a notre relation aux salles, quand même, qui est en train de se modifier. Oui. L'économie du cinéma qui a dû évoluer parce que les plateformes sont aussi arrivées. Et être une femme sur un plateau. Je me posais la question parce qu'on parle beaucoup en ce moment, en France comme ailleurs, c'est le cas aux États-Unis, de quotas au sein des équipes, dans les jurys, les festivals, les palmarès. Votre film, et c'est une bonne chose, était en sélection pour Cannes cette année. Faudra-t-il aussi, vous pensez, discuter des représentations qu'on va donner aux femmes sur l'écran? Trop libérées, trop sexuées, pas assez émancipées, trop vulnérables. Vous pensez qu'on va en arriver là? En discuter, non, j'ai pas très envie qu'on en discute. Après, j'aimerais bien qu'on puisse voir toutes sortes de représentations des femmes. Et pour ça, il faut que des femmes fassent des films, il faut que des femmes produisent des films, que des femmes soient là dans les comités qui donnent de l'argent pour qu'on en fasse. Voilà, mais c'est vraiment déjà en train de beaucoup évoluer, je trouve. Enfin, ça va quand même beaucoup mieux.
Après, sur la place, enfin, en tant que femme, je trouve que c'est plus facile d'être une femme de 49 ans réalisatrice qu'une femme de 29. Voilà, je trouve que faire un film en tant En tout cas, que une femme de 49 ans en 2020 qu'une de 29 en peut-être, 2000. mais je pense aussi que c'est plus facile aussi parce que ça me donne une autorité presque sans que je fasse rien, en fait, que je n'avais pas à 29 ans, où j'étais non seulement une femme, mais une femme jeune, entourée de techniciens qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi, qui étaient plus âgés que moi pour la plupart. Et oui, tout ça, je pense que oui, c'est plus difficile pour une femme, ça. Enfin, il me semble. Mais vous, personnellement, vous vous êtes mis aucune contrainte sur l'image de votre héroïne, sur ce qu'elle dégage, parce qu'au début, elle est assez critiquée, justement, pour cette posture, son choix de venir là, retrouver cet amant qui est marié avec sa femme, de le déranger pendant ses vacances. C'est la critique qui lui est adressée au début du repas. Et on sent aussi à travers ce film et ce récit initiatique qu'elle se libère. Elle s'émancipe elle-même de ses propres contraintes. Oui, mais c'est ça qui m'intéresse. En général, c'est aller derrière les apparences, la première impression qu'on peut avoir sur quelqu'un dans la vie ou sur un personnage, à la fois en tant que spectateur. Et c'est ça que je trouve intéressant, quoi. Donc, voilà. Et puis la morale, c'est bien de la piétiner un petit peu. Il y en a une qui pense comme vous. C'est Yel et ses complices qui reviennent avec un nouvel album, L'Air du Verseau, dans les bacs depuis vendredi dernier. On en écoute un extrait. Comment t'es sur le tatami, quand t'es pas caché, quand t'as pas d'amis. Ton kimono est un pyjama, ton kimono est un pyjama. Ton kimono est un pyjama, ton kimono est un pyjama. Ton kimono est un pyjama, ton kimono est un pyjama. Comment t'es sur le tatami, quand t'es pas caché, quand t'as pas d'amis. Ton kimono est un pyjama, ton kimono est un pyjama. Ton kimono est un pyjama, ton kimono est un pyjama. Ton kimono est un pyjama, ton kimono est un pyjama. Sur le tatami, quand t'es pas caché, quand t'as pas d'amis. Ton kimono est un pyjama, ton kimono est un pyjama. Ton kimono est un pyjama, ton kimono est un pyjama. Ton kimono est un pyjama, ton kimono est un pyjama. Comment t'es sur le tatami, quand t'es pas caché, quand t'as pas d'amis. Ton kimono est un pyjama, ton kimono est un pyjama. Ton kimono est un pyjama, ton kimono est un pyjama. Ton kimono est un pyjama, ton kimono est un pyjama. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. On prend la pause avec Yel et cet homme en tenue de karaté, titre de ce nouveau single extrait de L'Air du Verseau dans les bacs depuis vendredi, ce qu'en disent les Inrocks, que ici et là surgissent dans cet album des frappes plus énergiques, brutales, même comme karaté, relecture électro du Kanadiskan, technique de chant traditionnel breton qui mêle plusieurs voix, car Julie Budet et Jean-François Perrier sont bretons de Saint-Brieuc, où ils vivent toujours refuge entre deux tournées. Voilà, il a été question de refuge dans cette grande table aujourd'hui, avec vous aussi Caroline Vignal et la beauté des Cévennes pour ce film Antoinette dans les Cévennes qui sort en salle mercredi prochain. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. France Culture. L'esprit d'ouverture. Et si Van Gogh n'était pas celui que vous croyez, un fou, un génie, un peintre maudit, aussi ignoré de son temps qu'adulé d'une autre, un peintre instinctif, méprisant tradition et ambition. Revenons aux lettres, aux toiles. Transparaît un esprit vif,
cultivé, érudit, un artiste persévérant, parfaitement au fait du marché de l'art et de la valeur de son travail. La Compagnie des œuvres, Vincent Van Gogh, par Mathieu Garrigou-Lagrange, du lundi au jeudi à 15h sur France Culture et sur franceculture.fr. Les éditions Radio France présentent « Quel enfant étiez-vous » de Sophie Beaubert. Auteur, photographe, architecte ou cinéaste, ils se sont confiés à Sophie Beaubert en répondant à cette question « Quel enfant étiez-vous » Élève exigeant ou écrasé par l'ennui, porté par des empreintes familiales et des contextes politiques. Découvrez des histoires touchantes, parfois émouvantes, mais toujours pleines d'espoir et de leçons qui ont forgé ce qu'ils sont aujourd'hui. « Quel enfant étiez-vous » de Sophie Beaubert, un livre France Culture. France Culture, il est 12h30. L'heure du journal présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas. Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et une nouvelle polémique sur la gestion désastreuse de la crise sanitaire aux États-Unis, mise en cause pour avoir minimisé la menace du Covid-19 dont il était pleinement conscient. Le président américain Donald Trump a assuré ce matin avoir voulu, je cite, éviter toute panique. Dans votre journal également, c'est un rapport qui tous les 2 ans vient nous rappeler l'ampleur dramatique de la perte de biodiversité. Oui, celui du Fonds mondial pour la nature, WWF. On y apprend notamment ce matin que les populations de vertébrés ont chuté de près de 70% en moins de 50 ans. Nous irons également en Grèce où l'aide tente tant bien que mal de s'organiser après les incendies du camp de réfugiés sur l'île de Lesbos. Le président Emmanuel Macron est en Corse aujourd'hui pour un sommet des chefs d'État de gouvernement des pays méditerranéens de l'Union européenne. Oui, l'occasion aussi pour lui de s'entretenir avec les élus de l'île de Beauté. Et puis quand une poignée d'entreprises mondiales et de riches actionnaires réalisent des bénéfices exceptionnels pendant la crise du Covid, c'est ce que dénonce aujourd'hui l'ONG Oxfam dans un rapport sur le partage des richesses au sein des grandes entreprises mondiales pendant la crise. Invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Quentin Parinello, porte-parole d'Oxfam France. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées. Depuis le début de la pandémie et en France notamment, on a beaucoup entendu ces appels à retrouver notre souveraineté, à la rebâtir, comme le dit le président Emmanuel Macron. Mais pourquoi, en fait, est-ce qu'on ne va pas accentuer à travers ça une certaine forme de domination? De qui? Sur qui? On en parle avec nos 2 invités, le philosophe Pierre Dardot et le sociologue Christian Laval. Écœurant, voilà comment le candidat démocrate à la présidentielle américaine, Joe Biden, a réagi aussitôt après la publication d'extraits du nouveau livre à paraître du journaliste Bob Woodward, extrait dans lesquels on apprend que Donald Trump a donc volontairement minimisé la menace représentée par le virus, sans rien ignorer de sa dangerosité, et ce pour éviter la panique et ne pas déstabiliser l'économie du pays. Dans cet ouvrage, lequel s'appuie sur une vingtaine d'interviews accordées entre décembre 2019 et juillet 2020, on peut notamment lire ceci. Le 7 février, le président américain expliquait aux journalistes combien le Covid était, je cite, un truc mortel. Et pourtant, c'est bien le même Donald Trump qui, pressé de relancer l'économie à quelques mois de l'élection présidentielle, n'aura de cesse par la suite non seulement de répéter que le virus n'est pas plus dangereux qu'une grippe saisonnière, mais aussi de nier publiquement les avertissements des scientifiques. Alors toute cette affaire pose plusieurs questions, et notamment celle de savoir pourquoi dans une situation de vie et de mort, Bob Woodward a-t-il attendu le mois de septembre pour publier cet entretien réalisé 7 mois plus tôt. Et puis bien sûr, Valérie Cantier, elle éclaire sous un nouveau jour la gestion calamiteuse de l'épidémie qui a fait, rappelons-le, plus de 190 000 morts aux États-Unis. Oui, tout le monde se souvient des déclarations de Donald Trump pendant des mois. Oui, les États-Unis gèrent bien la crise, nous sommes les meilleurs, le virus disparaîtra très vite et tout d'un coup, et puis nous perdons des milliers d'Américains chaque année de la grippe. Eh bien, écoutez ce que Donald Trump disait en même temps, en réalité, le 7 février dernier, au journaliste Bob Woodward. Les conversations téléphoniques ont été enregistrées et diffusées hier sur CNN. Il suffit de respirer et c'est comme ça qu'il se transmet. C'est un truc très épineux, très délicat. Et il est bien plus mortel que les grippes les plus graves. Oui, il savait également qu'il se transmettait dans l'air et que des jeunes pouvaient être gravement touchés. Dès hier soir, après la publication de ses propos en conférence de presse, le président américain a bien sûr été bombardé de questions sur le sujet et étonnamment, il a tout assumé. Je suis le meneur de ce pays, j'adore notre pays et je ne veux certainement pas que les gens aient peur et je ne veux pas créer la panique, entraîner ce pays et le monde entier dans l'hystérie collective.
Nous voulons nous montrer confiants et forts en tant que pays. C'est ce que j'ai fait et nous nous sommes très bien débrouillés, que ce soit pour les respirateurs, les masques et bientôt les vaccins. On a fait un travail incroyable. Depuis, les réseaux sociaux se déchaînent et 2 hashtags sont devenus tendance sur Twitter. Trump knew, traduisez Trump savait, et Trump lied, people died. Trump a menti et des gens sont morts. À ce jour, plus de 190 000 Américains ont succombé après avoir contracté le virus. De son côté, le candidat démocrate Joe Biden a réagi et a qualifié les propos de Donald Trump d'écœurants. On reste aux États-Unis avec au mieux un paysage de désolation à peine reconnaissable parmi les arbres calcinés et au pire un ciel d'apocalypse lorsque les soldats du feu sont contraints de battre en retraite devant des incendies incontrôlables. Ce matin encore, de gigantesques feux de forêt embrasent toute la côte ouest américaine de l'État de Washington, frontalier du Canada, jusqu'au sud de la Californie, des flammes meurtrières qui ont déjà tué au moins 6 personnes. À en croire les témoins sur place, il n'y a plus de mots pour décrire l'étendue des dégâts. Reste toutefois la réalité des chiffres. L'Oregon, l'État le plus touché actuellement, a vu partir en fumée 120 000 hectares et au moins 5 localités ont été en grande partie détruites. Et puis dans l'État de Washington, là-bas, ce sont plus de 130 000 hectares qui ont brûlé en seulement 24 heures, soit plus du double de la superficie brûlée pour toute l'année 2019. Nous vivons dans un nouveau monde, ce n'est plus le Washington d'avant, c'est notamment alarmé le gouverneur dénonçant le changement climatique à l'origine selon lui de ces incendies. Idem pour son homologue de Californie, je perds littéralement patience face aux climato-sceptiques, a-t-il lancé. Et de fait, en Californie, là-bas, la saison des incendies bat déjà tous les records annuels enregistrés depuis 1932, année où les premières statistiques ont été réalisées. Au total, ce sont plus de 930 000 hectares qui sont pour le moment partis en fumée cette année contre 48 000 à la même époque l'an passé. Alors toutes ces images ne sont pas sans rappeler bien sûr celles de ces flammes qui depuis des mois dévorent également l'Amazonie à perte de vue, en proie à une catastrophe écologique sans précédent avec des dégâts irréparables pour ce sanctuaire de la biodiversité. Et justement, la perte de la biodiversité à l'échelle planétaire cette fois-ci, c'est l'objet de ce rapport publié tous les 2 ans par l'organisation WWF. Et à le lire ce matin, qu'apprend-on ?